Le jour où les sirènes se turent sur Térésina, l'air lui-même sembla s'effacer de la mémoire, comme si le son pouvait encore être brûlé. 8 années de guerre avaient arraché au ciel ses couleurs, ne laissant qu'une lueur bronze ternie qui s'installait sur les ruines tel un crépuscule permanent. Dans les carcasses fissurées des bâtiments, le vent se faufilait à travers les vitres brisées et murmurait avec des cadences qui appartenaient autrefois aux enfants courant à l'école, aux vendeurs ambulants chantant des promesses poivrées, aux amoureux s'appelant par leur nom sur les balcons peints du vert tendre de l'optimisme d'antan. Désormais, les balcons n'étaient plus que des nervures déchiquetées, les voix s'étaient éteintes, et la ville attendait à moitié endormie, à moitié effrayée de découvrir quel genre de fantôme elle était destinée à devenir. Théo Costa franchit les grilles en fer tordu de ce qui avait été le jardin botanique Benjamin Constant et ressentit chaque absence à la fois. Avant les bombes, le jardin s'étendait sur 3 pâtés de maisons, une jungle rigoureuse, un délire soigné de parfums et d'humidité. Enfant, il se souvenait s'être entassé dans l'aile des orchidées juste pour observer un essaim de macaons pivoter dans les airs, leurs ailes éclairées comme des vitraux captant la lumière soudaine du soleil. Il se souvenait de la vieille conservatrice, Donna Lucinda, qui insistait sur le fait que chaque plante racontait une histoire, qu'elle parle ou non une langue humaine. Elle lui avait enfoncé une graine de la taille d'une larme dans la paume de sa main quand il avait 9 ans, en lui disant seulement « écris quelque chose avec ça ». Il l'avait conservée, des années plus tard, à travers les évacuations, les cartes de rationnement et la dévoration silencieuse de tout ce qui semblait autrefois évident. Il s'accroupit au centre de la véranda en forme de dôme, dont les vitres étaient depuis longtemps couvertes de toiles d'araignée et noircies, et se mit au travail. Autour de lui, là où des sentiers impeccables bifurquaient à travers des pelouses moussues, il avait creusé d'étroites tranchées en arcs de cercle minutieusement définis, chaque sillon dissimulé sous une couche de poussière et de maçonnerie éparse. La terre était affamée, il la sentait frémir lorsqu'il enfonçait sa bêche dans la terre. Il murmura les noms latins en plantant, Hymenea courbaril, Bertholtia excelsa, Cryptocoryne foiwillisi. Chaque graine était une vieille promesse, chaque racine un filament de possibilités qu'il refusait de renoncer. Il arrosait avec parcimonie à l'aide d'un bidon cabossé, les gouttes noircissant la terre comme de l'encre fraîche. La nuit s'infiltrait dans le jardin sans cérémonie. Les lanternes étaient désormais interdites, la lumière attirait les drones les soldats le silence dont personne ne revenait, mais les yeux de Théo avaient appris à reconnaître les formes de l'obscurité. Il reconnut la silhouette qui se glissait entre 2 colonnes où des vignes fantômes s'accrochaient comme des doigts squelettiques. « Arrête-toi là » dit-il à voix basse. La silhouette se figea. Puis un murmure, « c'est moi ». Théo expira. Vera Mendes émergea, repoussant une capuche cousue dans de la soie de parachute récupérée. Ses avant-bras étaient ornés de tatouages ou une cartographie de rivières éteintes et maculées de poussière de briques. Elle avait récupéré des circuits imprimés dans le bâtiment d'ingénierie effondré de l'université tout l'après-midi, de la poussière de cuivre brillait encore dans ses cheveux. Une autre patrouille a détruit la rue Sapucaia, a-t-elle rapporté. Ils disent que la brigade veut raser tout le quartier ouest. Un terrain d'entraînement pour leurs recrues. Théo ferma les yeux. La brigade force de l'ordre local devenus occupants puis gouvernement autoproclamé avait passé l'année précédente à ouvrir la ville pour voir ce qu'elle allait saigner. Ils avaient juré allégeance à la superpuissance qui crierait le plus fort cette semaine-là, échangeant ferraille et corps de conscrits contre des balles. Maintenant, ils voulaient que le jardin, un terrain vague à leurs yeux, soit rasé pour que les chars puissent s'entraîner aux manœuvres. Vera jeta un coup d'œil au sillon où dormaient les graines. Combien de temps avant qu'elles deviennent vertes ? 2, peut-être 3 semaines, murmura Théo. Si le sol retient l'humidité. Si la nappe phréatique est encore vivante. Si. Il laissa le reste s'évaporer. L'espoir était une thèse fragile, on citait les conditions avec soin. Elle s'accroupit, touchant la terre avec révérence. Alors on ne leur donne pas 3 semaines. Au début, ce n'était qu'une rumeur, un botaniste creusait des tranchées sous du verre brisé, un mécanicien recablait d'anciens carrefours de métro, un cartographe à la retraite cousait des cartes dans des doublures de couverture. On murmurait qu'un réseau s'enracinait sous les bottes de la brigade, invisible, inexorable. On l'appelait la veine verte, bien que personne ne pût nommer ses chefs ni en tracer les artères. La brigade pendit 3 adolescents sur l'avenida Frei Serafim pour avoir dispersé des sachets de graines comme des pamphlets interdits. Les corps se balancèrent pendant 2 jours, la poussière s'accumulant sur leurs chaussures, les rumeurs continuaient de se multiplier comme des spores. Théo rencontra Anna Duarte, ancienne hydrologue, dans la cave à vin d'un restaurant dont les étages supérieurs avaient été détruits par des tirs de missiles. Elle portait des tubes à essai remplis d'algues lumineuses qui, prétendait-elle,
pouvait transformer l'eau stagnante d'un réservoir en eau potable avec suffisamment de soleil et d'éclat de verre. Dans la lueur, il vit son regard le survoler, cartographiant les issues, cherchant des fuites dans sa nouvelle coalition. La confiance était une espèce disparue, et pourtant elle était prête à parier sur une résurrection. À l'aube suivante, ils repérèrent le premier tunnel, en détachant une plaque d'égout à 3 pâtés de maisons au sud du jardin. Les anciennes conduites d'eau pluviale avaient résisté au bombardement, le squelette de la ville était tenace. À l'intérieur, Théo sentit l'air frais et constant, comme s'il pénétrait dans les poumons d'une immense créature souterraine. Des fresques murales, peintes à la bombe des décennies plus tôt par des militants réclamant des transports en commun, brillaient encore sous des traces de suintement minéral, des points couverts de lianes, des cœurs s'ouvrant pour révéler des graines brillantes. Autrefois, des enfants faisaient du skateboard ici. Théo époussetait maintenant les toiles d'araignée d'une inscription « VOS racines sont plus fortes que leurs sirènes ». Il sourit malgré lui. Les tunnels deviendraient des artères de résistance, transportant eau, semis, messages. Il vivrait là où la lumière ne pourrait les suivre. La cellule s'agrandit, Lucas, ancien étudiant en géologie, pouvait lire les vibrations des colonnes de chars lointaines à travers les fissures de l'asphalte. Bia, qui avait chanté à l'opéra avant que les éclats d'obus ne lui arrachent la moitié de la voix, inscrivait désormais des instructions codées dans des fragments de mélodies flottant sur des fréquences d'ondes courtes. Ils ne partageaient rien de superflu. Les noms s'échangeaient comme des graines de famille, avec parcimonie, avec cérémonie, conservées au plus profond de leur être. Chaque nuit, ils transportaient des sacs de terreau volés sur les berges et disposaient les plates-bandes de la véranda, faisant couler l'eau depuis des barils tandis que des drones bourdonnaient au-dessus de leur tête. Théo observait la première pousse s'élever, une vrille de chlorophylle fendant la poussière. Il la toucha comme un pou nouveau-né. La brigade avait beau commander des fusils et des dépôts de rations, cette arme était calibrée pour une patience à toute épreuve. Les racines pouvaient fendre le béton, avec le temps. Le temps, cependant, était précisément ce que la brigade entendait effacer. Par un après-midi humide, alors que des nuages d'orage s'abattaient sur les collines du sud, un convoi de camions semi-blindés encombrait le boulevard qui entourait le jardin. Des haut-parleurs de la tour hurlaient des ordres, tous les civils devaient évacuer dans les 48 heures, toute entrée non autorisée était désormais passible d'exécution sommaire. La lame d'un bulldozer luisait d'un noir d'huile dans l'orage qui s'approchait. Théo et Vera observaient depuis la carcasse délabrée d'un grand magasin, les mannequins derrière eux, sans bras, sans yeux, se penchant comme des jurés anxieux. « Ils commenceront à l'aube, » dit Vera. « Il y aura moins de regards alors. » Théo traça la silhouette du bulldozer sur l'horizon terne. Elle lui rappelait un insecte prédateur, lourd, patient, blindé d'ignorance. « Nous avons une nuit, dit-il. Pour faire parler la Terre. » Sous terre, dans la lumière étouffée des lampes à piles, la cellule se réunit. Anna déplia une carte cousue à partir de bandes de drap une vue aérienne du jardin et des avenues qui le bordent, à noter avec la profondeur du sol, les canalisations d'évacuation, les vides souterrains où d'anciens embranchements de métro s'étaient effondrés sans être comblés. Lucas tapota la carte, lisant les intersections où la terre était fragile, où la pression pouvait provoquer la formation d'un puits. « On ne les arrêtera pas avec des balles, » dit Anna. « On les arrêtera avec ce qu'on a, la gravité, la capillarité, la désintégration. Laissons le sol engloutir leur machine. » Théo écoutait, le cœur battant la chamade. Le plan était audacieux, nourrir le sol jusqu'à ce qu'il trahisse l'oppresseur. Ils arroseraient certains couloirs pendant la nuit, détourneraient les réservoirs d'eau grise vers des substrats assoiffés, déstabiliseraient la chaussée pour que, sous l'avancée des bulldozers, la terre se déforme. Bia fredonnait en mineur, presque imperceptiblement, tout en soudant des fragments de cuivre pour former un enchevêtrement capable de faire exploser des boîtes de gel nutritif ou une prolifération de substances visqueuses soudaines qui se dilataient 30 fois au contact de l'air, lubrifiant les fissures. Elle ne pouvait plus chanter son ancien répertoire, sa voix craquait sur les notes manquantes. Mais ici, sous terre, elle trouvait des harmonies dans les circuits, des cantates dans une lente libération chimique. Vera distribua de petits sachets en toile de jute à chaque membre. À l'intérieur, des dizaines de graines couleur sans sécher. « Déviez les patrouilles de la brigade, » ordonna-t-elle. « Éparpillez-les sur leur passage. Elles germent en 48 heures, racines comme des barbelés. Au pire, elles emmêlent les fils de fer. Au mieux, elles rappellent à la ville où doit résider la loyauté. » Théo empocha la pochette. Les graines avaient été hybridées par un généticien disparu après les purges de l'hiver dernier. Elles étaient conçues pour l'agression, des racines sécrétant des acides doux qui attaquaient les surfaces asphaltées,
des tiges qui s'enroulaient autour de tout ce qui était vertical. Théo ressentit un frisson de culpabilité. Donna Lucinda lui avait appris que les plantes étaient des histoires de guérison. Mais les histoires pouvaient aussi être une mise en garde. Même les espèces les plus douces apprenaient à se défendre. L'équipe se dispersa dans les tunnels. Théo se déplaça avec une furtivité qu'il ignorait jusqu'alors, émergeant sur le parking derrière le bureau des impôts, dévissant une bouche d'incendie, canalisant l'eau dans un tuyau flexible qui disparaissait sous le niveau de la rue. Il imagina des veines alimentant un cœur géant. Au-dessus, des éclairs sillonnaient les nuages, et l'odeur de la pluie imminente aiguisait tous les sens. Vers minuit, il retourna au jardin. Des gouttes de pluie commencèrent à tomber, lentes et solitaires, tapotant le verre brisé au-dessus de sa tête. Il se tenait parmi les massifs, ses pouces serrés frémissant sous un clair de lune placebo. Quelque part au-delà des murs, des canonnades grondaient, peut-être le tonnerre, peut-être l'artillerie, les distinctions étaient floues ces temps-ci. « Tu leur parles, n'est-ce pas » dit une voix. Théo se retourna. Un garçon de 13 ans tout juste affalé près d'une colonne effondrée, pieds nus, le regard brillant de défi. Il tenait un smartphone fêlé comme un talisman. « Je t'ai vu ici. Toutes les nuits. Tu murmures aux jeunes pousses. » Théo haussa les épaules. « Peut-être qu'ils écoutent. » « Puis-je aider » demanda le garçon, les mots tremblants de peur d'un refus. « Je suis doué pour les petits espaces. Les rats me l'ont appris. » Il sourit sans humour. Théo l'observait, les côtes transperçant une chemise usée, le cadran de montre bon marché attaché à sa cheville comme une boussole secrète. Survival avait transformé des enfants en volontaires pour des tâches impossibles. « Comment t'appelles-tu » ? « Appelez-moi Nilo, dit-il. Théo hocha la tête. « D'accord, Nilo. Trouve toutes les gouttières cassées de ce pâté de maison et bouche-les avec des feuilles pour que la pluie inonde les lignes de terre que nous avons creusées. Tu peux faire ça ?» Le garçon salua avec une cérémonie comique. « Des racines plus bruyantes que des sirènes » récita-t-il, et courut sous l'averse. Théo ferma les yeux et laissa la pluie baptiser son visage. Au loin, des sirènes retentirent, des drones rentrant à la base, évaluant les anomalies avec un mépris algorithmique, mais la pluie martelait plus fort, et dans cette percussion, il entendit des tambours plus vieux que la guerre, plus vieux que la conquête, plus vieux que tout ciel ayant oublié comment fleurir en bleu. L'aube s'abattit sur Thérésina, pâle et hésitante. Théo, accroupi derrière un tronc de figuier renversé, observait le convoi de la brigade s'aligner au bord du boulevard. Le bulldozer tournait au ralenti, les gaz d'échappement s'échappant comme de l'encens. Des soldats en treillis dépareillés vérifiaient leurs fusils, leur rire crispé entre leurs dents découvertes. La première marche s'élança brusquement. Le trottoir se fissura, une fissure irradiant comme une cicatrice fulgurante. Théo retint son souffle. Le bulldozer avança d'1 mètre, puis s'affaissa brusquement, comme s'il s'agenouillait devant un monarque invisible. Le béton gémit, s'effondra, engloutissant la moitié de la machine dans une boue épaisse et des tuyaux brisés. Les soldats hurlèrent, reculant péniblement. Un autre camion bascula tandis que le sol se liquéfiait sous ses roues, des bouteilles de gélatine enfouies se rompirent, libérant une marée visqueuse qui s'accrocha aux bottes et aux pneus avec une fin prédatrice. La voix de Vera grésillait dans l'oreillette de Théo. Gouffre au secteur 3. Éloignez-vous de la fenêtre sud. On a fait exploser tôt pour éviter les collisions. Théo fit signe à Nilo, qui se précipita le long du périmètre, semant des graines cramoisies tel un prêtre aux bénédictions silencieuses. Sur le boulevard, la panique fractura la hiérarchie. Un capitaine hurla des ordres qui se dissolvèrent dans le crissement métallique d'un lampadaire qui s'écroulait. Puis, soudain, la rue se figea. Le bulldozer, à moitié submergé et gitant, siffla lorsque le liquide de refroidissement rencontra la nappe phréatique. La brigade se retira, traînant des blessés, laissant l'engin se noyer. Pendant un long moment, la ville exhala. On aurait dit un bruissement de feuilles légers, presque timide. Théo s'avança à découvert, la boue aspirant ses bottes. Le jardin se dressait intact derrière lui, les jeunes pousses tremblant au vent. Il ressentit une vague de tendresse intense, comme si chaque pouce avait poussé les dents qu'il avait juré de protéger. Anna émergea d'une bouche d'égout, les lunettes maculées de bave. « Première escarmouche gagnée » dit-elle, incrédule. « D'abord, acquiesça Théo. Pas le dernier. » Il contempla l'horizon, où les nuages se dispersaient pour révéler un éclat d'un bleu immaculé. Il semblait fragile, comme une nouvelle feuille les quelques secondes avant de réaliser qu'elle est plus résistante que l'acier.
Car les feuilles ne cèdent pas à la gravité, elles la maîtrisent, se tordant sans cesse vers le soleil, transformant l'angle de la chute en ascension. Théo pensa à la graine de Donna Lucinda dans la poche de son manteau, toujours non plantée depuis toutes ces années. Une histoire qui reste à raconter. Il commença à marcher vers la véranda, chaque pas étant un vœu. L'orage qui avait noyé le bulldozer roulait toujours vers l'ouest lorsque la brigade est revenue avec des torchets. Ils arrivèrent 3 nuits plus tard dans un silence quasi parfait, masqué par l'odeur nauséabonde de leur propre accélérateur de brûlure, se déplaçant comme une colonne de papillons de nuit avide de flammes. La lumière des torchets ondulait sur les façades éventrées, teintant tout d'une couleur de chair cautérisée. Depuis un toit à 2 pâtés de maison, Théo suivait leur progression à travers un télescope improvisé aux lentilles cassées, Canon scotché tandis que Vera lui murmurait à l'oreille la vitesse du vent et l'humidité. De nouveau la pluie, peut-être, mais pas assez tôt pour avoir de l'importance. La cible de la brigade n'était plus seulement le jardin, c'était l'idée que la terre pouvait encore appartenir à ceux qui refusaient de la racheter en sang. En contrebas, le dôme de la serre scintillait au clair de lune telle une amphore fêlée, chaque éclat de verre étant une note d'un accord fragile. À l'intérieur, des semis avaient déjà tissé un treillis vert si dense qu'il semblait générer son propre souffle. Les tours d'algues translucides d'Anna pulsaient d'une lente lumière turquoise, pompant l'eau filtrée dans des centaines de plateaux en terrasse. L'endroit ne ressemblait plus tant à une ruine qu'à une plaie en cours de cicatrisation et une croûte promettant une peau. La brûler maintenant serait une guerre psychologique, la grammaire favorite de la brigade. Théo sentit une paume se refermer sur son épaule. Lucas, couvert de boue et les yeux creux, avait couru depuis les tunnels en contrebas pour donner les dernières données de tremblement. 17 paires de bottes, murmura-t-il d'une voix cassante. Légère, mais stable. Plus de crevaisons ou des chariots peut-être. Des bidons de carburant, devina Vera. Elle baissa son télémètre. Ou des réservoirs de défoliants. Ils ont décidé que le sol lui-même était une trahison. Les jointures de Théo blanchirent autour du télescope. Alors le sol répondra. Il lança le signal de dispersion à un cri d'oiseau rauque qui disparut au vent. Tout au long de la rue, les volets des fenêtres frémirent. Une cinquantaine de silhouettes silencieuses se faufilèrent dans les ruelles, les épaules chargées de sacs de jute qui semblaient inoffensifs jusqu'à ce qu'on perçoive le faible sifflement de la respiration à l'intérieur, des milliers de jeunes Tillandsia, des plantes aériennes sélectionnées pour boire la fumée et cracher 10 fois plus d'oxygène. Théo avait passé des mois à les greffer avec des épiphytes résistantes à la sécheresse jusqu'à ce que leur trichome brille comme de minuscules poignards d'argent. Ce soir, ces feuilles boiraient du feu. Vera se détacha pour encercler la brigade par l'est, fusil en bandoulière mais sécurité en place, les munitions restaient rationnées, la force létale réservée au dernier seuil. Théo descendit par une trappe de service et s'engagea dans les tunnels où bourdonnait le système circulatoire oublié de la ville. L'air avait un goût de métal et de mycélium. Anna attendait à la chambre de jonction, manches retroussées, ajustant les valves qui, sur son ordre, évacueraient une vapeur verdâtre par les grilles du trottoir. La vapeur était une brume microbienne, inoffensive pour les poumons, mortelle pour les optiques en silicium. Une seule bouffée pouvait aveugler les drones pendant des heures. Pression à 90%, annonça TL sans lever les yeux. Donnez-moi une minute de plus et je peux aussi saboter leurs lunettes de visée. On n'a peut-être que 30 secondes, dit Théo. Les lumières sont déjà allumées sur la clôture extérieure. Anna rejeta ses lunettes en arrière, les yeux cernés d'un rouge glacial. Alors, réécrivons la physique plus vite. Sur le boulevard, le sergent Borba, de la brigade, leva la main et la ligne s'arrêta. 10 soldats, 2 conscrits et un transfuge, contraints de s'engager sous la menace d'une exécution fraternelle. Le masque à gaz de Borba masquait le sourire qu'il sentait s'étirer sur ses joues mal rasées, bientôt, il se tiendrait là où aucun citoyen ne pourrait nier sa domination. Le complexe botanique serait réduit en cendres et rendu viable pour les courses de tir, et Borba, qui avait grandi en donnant des coups de pied dans les plants de café sur une parcelle de subsistance près de Pico, exercerait enfin assez de pouvoir pour tuer toute plante verte sans excuse. Il fit signe d'avancer. 2 recrues chargèrent des bonbonnes d'agent P un défoliant sans licence, reconstitué à partir d'archives de l'époque du Vietnam sur un chariot et le firent rouler vers les portes. Une fine brume chimique s'échappa des scellés desserrés et flotta sur le trottoir, telle l'halitose d'un dieu agonisant. À 50 mètres de là, juste au-delà de la lueur de leur torchets, une fille sortit dans la rue. Elle n'avait pas plus de 16 ans, pieds nus, les cheveux en une seule tresse. Elle ne portait rien d'autre qu'un arrosoir en fer blanc bon marché dont les roses peintes s'étaient ébréchées jusqu'à devenir du métal brut.
Borba se figea, levant le poing, les fusils fusèrent. « Écartez-vous » aboya Théil, les amplificateurs de son masque rendant l'ordre mécanique. La jeune fille pencha la tête comme si elle analysait une langue étrangère. Puis elle fit quelque chose d'incompréhensible, elle s'agenouilla, dévissa le couvercle du bidon et versa un filet d'eau sur l'asphalte fissuré. À cet instant, chaque ombre autour d'elle sembla onduler. Le regard de Borba se porta sur les toits. Trop tard. Des fenêtres, au-dessus, des sacs s'ouvrirent, libérant une cascade scintillante de Tiantia qui attrapèrent la lumière des torchers comme des éclats d'obus forgés d'étoiles. Les plantes aériennes tournoyèrent, ivres de faim, leurs écailles siphonnant déjà les particules de la brume chimique. En quelques secondes, les torchers s'éteignirent tandis que l'oxygène disparaissait dans un tourbillon luxuriant. Avant que Borba puisse crier, les bouches d'aération sous la rue exhalèrent un brouillard de jade. Les optiques des drones clignotèrent en rouge, les réseaux de visée s'éteignirent. Les soldats retirèrent leurs lunettes défectueuses et découvrirent que le monde était réduit à un flou toxique. Puis le sol lui-même s'écabrait. Lucas avait actionné les pompes capillaires à pleine capacité, inondant le sous-sol asséché par les eaux de ruissellement de la rivière canalisée depuis 4 km au nord. Le ballast, autrefois émietté, gonfla, puis se liquéfia, engloutissant les roues du chariot. Des fûts de défoliants s'écroulèrent, projetant une toxine ambrée sur les bottes dont les semelles se dissolvèrent en quelques secondes, fusionnant le cuir à la chair. Des cris s'entrechoquaient avec le sifflement des torchers neutralisés. La jeune fille, une messagère orpheline connue dans la cellule sous le nom de Béja, recula dans une porte et disparut. Théo émergea par une grille de maintenance, le cœur battant la chamade. Vera traversa l'avenue et tira 2 coups de semonce en l'air au pur comédio pour chasser les survivants et les forcer à battre en retraite. La brigade rompit sa formation, certains boitant, d'autres rampant, tous hurlant de retraite. Tiantia s'accrochait à eux comme des confettis vivants, une humiliation qu'ils porteraient jusqu'à ce que les flammes ou les solvants en arrachent les feuilles. La pluie commença juste au moment où les derniers coups de feu s'estompaient. De grosses gouttes chaudes aplatissaient les flaques chimiques en d'inoffensives îlots ambrés. Au-dessus du boulevard, les balcons s'épanouissaient de visages des citoyens qui avaient passé 8 ans à tressaillir au moindre bruit se penchaient maintenant pour assister à un miracle couleur chlorophylle. Théo releva son masque et goûta du pétrichor. Pour la première fois depuis la fin des sirènes, l'air de Thérésina n'avait plus aucun arrière-goût de reddition. La célébration n'était pas un instinct dont il se souvenait bien, et pourtant, cette nuit-là, les tunnels vibraient d'une joie prudente. Bia grattait un cavaquinho récupéré dont elle avait remplacé les cordes manquantes par du fil de cuivre, Anna improvisait des percussions sur des bonbonnes de gel vidées. Quelqu'un déboucha une bouteille de cachaça d'avant-guerre, réservée pour des funérailles qui n'eurent jamais lieu, et la fit circuler, les lèvres effleurant le verre comme des pèlerins devant une relique. Théo était assis à l'écart, le dos contre une racine qui avait transpercé le béton. Il roula la graine de Lucinda entre le pouce et l'index. 8 ans dans la poche d'un manteau, et elle brillait encore d'un ambre translucide, comme éclairée de l'intérieur par un lever de soleil miniature. Il ressentait le poids de tous ces jours où il avait repoussé sa plantation, comme s'il craignait que l'histoire ne lui en demande plus qu'il ne pouvait céder. Mais maintenant, il reconnaissait qu'un autre report était impossible. Le jardin n'était plus un sanctuaire, il était devenu une ligne de front, et les lignes de front dévoraient l'hésitation. Il trouva Anna en train d'étalonner des débitmètres d'algues. « J'ai besoin d'une chambre de culture », lui dit-il en lui tendant la graine. Elle l'examina à la lumière d'une lampe, les sourcils froncés. Quoi que ce soit, c'est vivant. On entend l'embryon s'agiter. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Cela rappelle un climat ancien, dit-il, surpris par sa certitude. Nous aurons bientôt besoin de ce souvenir. Anna ne demanda pas d'explication. Elle débarrassa simplement une étagère de son alcôve, régla l'humidité à 93% et déposa la graine sur un lit de charbon de bois concassé et de terreau. « Par lui », conseilla-t-elle avec un demi-sourire. « Tu parles couramment la langue qu'ils utilisent. » Théo referma le placard, la paume posée sur le plexiglas chaud. Il ravala une vague d'effroi, les histoires, une fois racontées, obéissent à leur propre rythme. L'élan est arrivé le lendemain matin sous la forme d'un inconnu sur un drapeau blanc. Il marchait seul sur le boulevard, sans armes, les mains levées. Son uniforme ressemblait à celui de la brigade, mais sans insigne, ses bottes étaient cirées, d'un luxe impossible. Devant les grilles de la véranda, il s'arrêta, attendant. Théo, Vera et Bia le confrontèrent, fusil pointé. Derrière les épaules de l'étranger, des citoyens observaient à travers des volets fendus, retenant collectivement leur souffle.
Je suis le colonel Iago Galdino, annonça-t-il. Sa voix était douce et éraillée, comme celle de quelqu'un habitué à prononcer la mort précédée de politesse. Je ne parle pas au nom de la brigade, mais du commandement allié provisoire de Teresina. Il s'inclina à un geste qui semblait cérémonieux jusqu'à ce qu'on remarque que ses articulations restaient prêtes à céder. Je n'en ai jamais entendu parler, dit Vera. Galdino sourit avec la précision d'un chirurgien. Vous le ferez. Pouvons-nous discuter dans un endroit agréable? Ces mises en scène invitent à l'intervention. Le regard de Théo balaya les toits. Pas encore de sniper. Parlez ici, dit-il. Très bien. Galdino joignit les mains derrière le dos. Nous admirons votre ingéniosité. Vraiment. Vous avez fait preuve d'une maîtrise stratégique du terrain, du moral et du récit. Mais soyez réaliste. Le théâtre botanique ne peut résister à l'arsenal qui se déplace vers le sud depuis Fort Alza, infanterie mécanisée, thermobarique en grappe, nœud d'impulsion électromagnétique calibré pour détruire les réseaux électriques. Ils arriveront dans 9 jours. Bia laissa échapper un rire tremblant. Tu t'attends à ce qu'on se rende parce que tu sais prononcer de longs mots? Attendu? Non. Galdino inclina la tête. Je propose un traité. Évacuer le jardin. Le commandement en préservera une partie comme monument historique. En échange, vos dirigeants recevront un passage vers un territoire neutre. Théo sentit un murmure de silence parcourir les spectateurs. L'espoir d'une amnistie était une drogue, et la peur cherchait toujours à la traquer. Il imaginait les jeunes pousses s'enrouler sous un verre riche en ultraviolet, les tunnels respirant des microclimats, la messagère orpheline nettoyant ses pieds brûlés par les produits chimiques après la victoire de la veille. Partez maintenant et la brigade ou quel que soit son nom flamboyant transformerait le paradis en terrain d'essai, érigeant des statues glorifiant sa propre retenue. La nature ne signe pas de traité, a déclaré Théo. C'est le cas quand on manque d'eau, répondit Galdino. Nous contrôlons les vannes de la rivière. D'ici 3 jours, votre nappe phréatique sera en sommeil. D'ici 5, vos jeunes pousses seront réduites en poussière. Les héros, colonel Costa, où il utilisa le grade de Théo sans permission, déformant le titre comme un couteau, ne sont glorieux que de leur vivant. Les plantes meurent en silence. Il sortit une carte papier, la déplia et l'épingla avec sa botte. Des cercles rouges s'étalaient sur les quartiers, les rayons d'explosion projetés. Il recula, paumes ouvertes, comme si la menace était un objet inoffensif qu'il regrettait d'avoir révélé. Théo reconnut la cartographie du génocide. Il reconnut aussi autre chose, l'ombre du colonel. L'angle du soleil l'a placé pile au-dessus d'une fissure que Lucas avait cartographiée 2 mois plus tôt, un gouffre dormant n'attendant que des vibrations. Théo croisa le regard de Galdino. Ma réponse est non. Le colonel soupira en repliant la carte. La conviction fait de belles pierres tombales. Il se retourna, reprenant le chemin qu'il avait emprunté. Théo attendait, le pouls battant. Au milieu du boulevard, Vera appuya sur un détonateur à distance. La fissure se convulsa, la terre engloutit l'ombre. Un geyser de poussière s'éleva, puis retomba. Galdino avait disparu. Le silence persista pendant 5 respirations. Les citoyens émergèrent, stupéfaits. Théo ne ressentait aucun triomphe, seulement l'inéluctabilité. Des hommes comme Galdino repoussèrent comme l'ambroisie à partir d'une graine, que ni le feu ni le déluge ne peuvent réduire au silence. Il s'adressa à la foule, ils vont couper la rivière. Il faut cultiver l'eau. Personne n'a ri du paradoxe. Au contraire, Anna s'est manifestée. On peut biodistiller l'humidité atmosphérique si on construit suffisamment de condenseurs. Vera hocha la tête. On a des miroirs, de la ferraille d'aluminium, des tubes. On peut démolir tous les toits si nécessaire. Déjà, la messagère, sortit de l'ombre en boitant. Et des gens, ajouta-t-elle. Plus que vous ne le pensez. Les visages levés, rencontrant la lumière au lieu de s'en cacher. Ils ont commencé cet après-midi-là, parsemant les toits de rangées de miroirs récupérés, orientés vers des cuves enduites de gel rafraîchissant, forçant la vapeur à perler sur des lames de verre qui s'égouttaient dans des citernes dissimulées. Des enfants de bidonville ont offert des cartons de cadres photos fêlés, des retraités ont fait don de cuillères de famille qui pouvaient être martelées pour en faire des pétales réfléchissants. La ville elle-même est devenue une machine à transformer le ciel en boisson. Pendant ce temps, Théo descendait avec Lucas jusqu'à la couche fragile de l'aquifère. Ensemble, ils forèrent des micro-évents avec une précision chirurgicale,
injectant des spores de Seriporia fibrosa, un champignon créé des décennies plus tôt pour tisser des fils de silice à travers le grès en effondrement, tricotant ainsi la roche. Les spores rongeraient les failles, excrétant un réseau qui à la fois emmagasinait l'humidité et la canalisait vers le haut par capillarité. Si cela fonctionnait, le sous-sol de Térésina vibrerait comme 1000 cœurs cachés. Mais la science seule ne pouvait distancer une colonne blindée. L'opposition nécessitait le sabotage. Vera menait des équipes de nuit le long des voies ferrées, enduisant les rails de résine récoltés lors de la première vague de semis de Théo, une résine dont l'expansion sous l'effet de la chaleur déplaçait les traverses d'acier et faisait dérailler les convois. Bia enregistrait des émissions fantômes qui attiraient les drones de ravitaillement de la brigade dans des filets tissés de lianes en filaments de carbone. Nilo et d'autres enfants des rues, trop agiles pour être détectés par les patrouilles, remplaçaient les affiches de propagande par des pancartes dessinées à la main, des vignes étranglaient des chars, des tournesols faisaient ricocher des balles. Malgré tout, les rapports arrivaient, la colonne de Fortaleza avançait de 40 km par jour. 9 jours se réduisirent à 5, puis à 3. On vit des ogives thermobariques chargées sur des plateformes. Des nœuds IEM crépitèrent lors des essais, grillant des batteries de voitures jusqu'à Sobral. L'ennemi comptait cautériser la résistance d'un seul souffle surchauffé. À l'aube du compte à rebours, Anna fit irruption dans l'espace de travail de Théo, les yeux écarquillés. Ça germe. Il la suivit jusqu'à la chambre de croissance. La graine ambrée de Lucinda s'était fendue le long d'une fine fissure, révélant une pousse luminescente comme l'eau de lune. Les cotylédons se déployèrent à une vitesse indécente, exhalant un léger bourdonnement électrique. Théo respira une odeur qu'il ne parvint pas à identifier, en moitié bois de santal, moitié pluie sur cuivre. Anna a utilisé un spectromètre. Un analogue de la chlorophylle hors pair. Il fait de la photosynthèse infrarouge. La poitrine de Théo se remplit d'admiration. Il peut absorber la chaleur. Le regard d'Anna se posa brusquement sur le sien. Théo, si on pouvait escalader ça, ces thermobariques fonctionnent grâce à la rapide expansion de l'oxygène atmosphérique. Un tel dispositif pourrait empêcher la détonation. Ou alors, on boira le feu après. Il sentit sa conviction se cristalliser en lui. On le plante ce soir. La plantation exigeait un théâtre sacré. À minuit, la ville se rassemblait dans les ruines de la serre, les lanternes à l'abri derrière des vitres superposées. Théo portait le semi-niché dans ses paumes, ses racines enroulées autour d'un globe de gel mycélien qui pulsait comme un battement de cœur. Bia fredonnait un bourdonnement bas, Vera veillait, le fusil en équilibre mais silencieux. Ils choisirent le point central de la serre, là où autrefois un ancien porosa dominait avant que les flammes ne le réduisent en cendres aromatiques. Théo s'agenouilla, écartant les débris jusqu'à ce que la terre apparaisse. Il plaça le jeune plan. Il brilla, projetant des glyphes de lumière verte sur des visages cernés de circonspection. Il murmura la seule bénédiction qu'il connaissait, écrit quelque chose avec ça. Alors que les racines rencontraient la terre, une ondulation de lumière parcourut les massifs, illuminant les feuilles aux veines argentées. La véranda respira une expiration audible et les vignes s'élevèrent, enfilant les entretoises brisées du dôme, tissant des fragments de verre en treillis qui réfractaient la lumière lunaire en jardin fractal sur chaque mur. Les gens haletaient, certains pleuraient. Théo observait les veines s'étendre au-delà des murs de la véranda, les racines sondaient les fissures, les tiges s'enroulaient autour des lampadaires tels des serpents curieux. La plante réécrivait l'architecture, transformant la ruine en treillis. Anna jeta un coup d'œil à son capteur, la voix tremblante. Le métabolisme s'accélère, sans palier en vue. Nous avons créé un puits thermique. Vera fit un signe de tête vers le nord. Bas à l'horizon, une lueur orange terne marquait l'avancée de la colonne. Même à cette distance, le ciel avait un goût métallique. Théo se leva. Alors, nourrissons-le. Le dernier jour était d'un jaune soufre éclatant, la poussière soulevée par les chenilles blindées. Les citoyens se déplaçaient avec une sérénité farouche, ajustant l'angle des miroirs, déroulant les fibres fongiques au centimètre près. Des enfants perchés sur les balcons semaient des graines de racines cramoisies dans les entrées, un honneur désormais, un signe de résistance. Chaque toit était hérissé de condensateurs, chaque ruelle murmurait l'eau ruisselant dans des aqueducs improvisés. Peu après midi, l'horizon scintillait de mirages de chaleur se résolvant en plaques de blindage scintillantes en râteliers de missiles. Au centre se trouvaient 2 camions porteurs thermobariques, chacun doté d'une ogive trapue comme une baleine, et dont les cônes de nez arboraient des runes de danger semblables à des crânes rieurs. Un haut-parleur retentit. Évacuez le quartier immédiatement. Dernier avis.
Personne n'a bougé. Les porteurs s'arrêtèrent à 500 mètres de la serre. Les ingénieurs déplièrent les bras de lancement, calibrant les angles. Théo se tenait au sommet du dôme squelettique, le vent tirant sur son manteau. Autour de lui, la nouvelle vigne déjà baptisée Lucinda par un murmure unanime s'était tissée en une flèche vivante, ses feuilles tremblant d'un appétit contenu. À distance, demanda Vera depuis son poste de sniper. 80 et c'est fini, répondit Théo. Donne le mot. Il attendit que les bras de lancement se verrouillent. Des flammes jaillirent sous les ogives, le propulseur projetant les cylindres d'acier vers le ciel. Des projectiles jumeaux vrombirent au-dessus de leur tête, visant à aspirer les poumons, à briser les oreilles et à embraser la pierre avec le carburant en suspension. Théo murmura, maintenant. Du sommet de la flèche se brisa un réseau de vrilles bioluminescentes, trop rapide pour être suivi, un maillage de filaments vivants s'arquant vers le haut. Elles rencontrèrent les ogives montantes comme une pupille avalant la lumière. L'impact ne fit aucun bruit, le son nécessite une différence de pression, et Lucinda but la pression comme un vin millésimé. Les ogives disparurent dans un cocon vert translucide. À l'intérieur, un gel incendiaire tenta de brûler, la vigne siphonnait la chaleur, exhalant une vapeur parfumée par la pluie. Lorsque le cocon se fendit et tomba en pétales, il ne resta que 2 coquilles ternes, étouffées. La colonne vacilla. La confusion régnait, les radios crachaient le chaos. Puis la vigne passa à l'attaque. Des vrilles se tissaient en chenilles, bloquaient les roues motrices, rompaient les systèmes hydrauliques. Des graines de racines cramoisies explosèrent en barbes fractales, emmêlant les chevilles. La tige principale de Lucinda s'épaissit, se hissant à travers la chaussée fissurée, soulevant un char sur son flanc comme un jouet en carton. Des citoyens sortirent de leurs cachettes, armés non pas de fusils, mais de barres d'armature et de seaux de gel nutritif qu'ils jetèrent sur les surfaces blindées. Le gel moussait, nourrissant la végétation grimpante qui perçait les prises d'air, obstruait les pots d'échappement et pelait l'acier comme un fruit. Théo sentit la ville s'éveiller. Des arches de béton se couvrirent de mousse, des impacts de balles firent naître des fougères, des gouttières répandirent des fleurs. Les soldats hommes et femmes endoctrinés à ne craindre que les ordres jetèrent leurs armes, s'enfuirent ou se contentèrent de regarder le monde urbain qu'ils entendaient asservir dévorer leur certitude, une feuille à la fois. Le colonel Galdino ne réapparut pas. Certains racontèrent avoir entendu le grincement du métal sous le boulevard, où chuchotaient des gouffres, d'autres affirmèrent qu'une vigne en forme de nœud coulant pendait à un lampadaire rouillé depuis des années. La guerre engendre des histoires plus vite que les statistiques. Au crépuscule, les moteurs se turent. Les incendies s'éteignirent d'eux-mêmes, la fumée se transformant en ruban par les tillandsia à vide de carbone. La pluie arriva, douce et continue, de celle qui règle les différends. Elle remplit les citernes, glissa le long des canaux fongiques, s'infiltra dans les réservoirs souterrains où les toiles de Sériporia brillaient pâlement dans l'obscurité. Théo se tenait sur le seuil de la véranda, regardant les enfants courir après les feuilles luminescentes qui flottaient comme des lucioles. Vera le rejoignit, son fusil à la main. « C'est fini » demanda-t-elle. « Pour aujourd'hui » a-t-il déclaré. « Demain, le monde se réveillera et se demandera comment Thérésina a réécrit les règles. » Elle lui donna un petit coup de coude, un sourire à moitié amusé. « Alors, on rédigera un programme. » Anna s'approcha avec un capteur. « Vous devriez voir ces chiffres. » Lucinda capte des infrarouges dans un rayon de 2 km. Elle reconstitue le microclimat. Donnez-lui un mois et nous aurons de la rosée à chaque aube. Théo regarda la vigne, sa plus haute fronde effleurant le ciel déchiré par les nuages, et sentit un silence en lui, comme une prière exaucée. Quelque part sous ses pensées, il entendit la voix de Donna Lucinda, chaque plante raconte une histoire. Certaines s'enracinent dans l'avenir. Il pensait à la guerre au-delà de Thérésina, au continent ravagé par des dirigeants qui n'avaient jamais appris à s'agenouiller dans la terre. Il pensait aux graines qui attendaient dans les coffres, les poches et les souvenirs. La ville était un commencement, pas un épilogue. La nuit tomba. Les étoiles apparurent, réfractées à travers du verre fraîchement réparé, chacune se reflétant dans des gouttelettes tremblantes sur les feuilles. Théo murmura à la vigne, à la ville, à tous ceux qui l'écoutaient, « Nous n'avons pas fini. » À l'aube, après la tempête de vigne, Thérésina sentait comme les légendes encore chaudes, sève et ozone, rouille et calcaire humide, le léger parfum électrique d'invention que personne n'avait imaginé hier. Chaque gouttière gargouillait, chaque canalisation d'égout dégoulinait, le battement de cœur de la ville était devenu audible, une pulsation cachée depuis des années sous les tirs d'obus martelants maintenant à ciel ouvert.
les gens se réveillaient et découvraient de la mousse là où avaient été les impacts de balles, des gouttières tressées de Tianxia telles des lauriers cousus à la hâte, et, par-dessus tout, la couronne verte de Lucinda se balançant comme si elle dirigeait un orchestre de nuages. Pourtant, les victoires attirent les cartographes de la ruine. À 200 km au nord, dans un bunker de commandement camouflé hérité d'un consortium pétrolier, le général Archer Matila, de la coalition occidentale, observait les signaux satellites devenir parasites. L'annulation thermobarique de Teresina avait stupéfié tous les analystes. Une poche urbaine, considérée comme une garantie, avait englouti une frappe d'1 million de dollars et recraché des bouquets. La mission de Matila était chirurgicale, empêcher la répétition de ce miracle partout où la coalition cherchait à s'influencer. Il fit appel à l'agent 8, une femme dont le vrai nom avait été livré au cryptage le jour où elle s'était portée volontaire pour devenir un mythe. Ses ordres, identifier la plante, militariser son génome, puis effacer la source. L'agent 8 enfila son respirateur, la voix neutre. Combien de temps faudra-t-il attendre avant qu'il ne propose le référendum sur le cessez-le-feu? Matila serra les dents. 48 heures. Si Teresina devient une preuve de concept, les parlements fermeront. Apportez-moi quelque chose que je puisse graver dans leurs doutes avant que le vote ne résonne dans leurs oreilles. Théo ignorait que des satellites s'éteignaient au-dessus de lui, seulement que le ciel semblait plus pur, les étoiles plus nettes, la voie lactée comme du sel répandu sur du velours. Il était assis au sommet d'un vieux mât de caméra de circulation que Lucinda avait gainé de liane à la texture d'écorce jusqu'à ce qu'il ressemble à un palmier trop têtu pour vérifier son propre certificat de naissance. En contrebas, Béja et Nilo peignaient d'autres pancartes, des enfants coiffés de chapeaux de papier arrosant des gratte-ciel, des racines perçant les coques des drones telle une écriture divine. Anna le rejoignit, muni d'un spectroscope portatif bourdonnant comme un bébé dragon. Lucinda continue sa progression. Elle stocke plus de joules qu'une centrale solaire et les émet à des longueurs d'onde que les plantes ne sont pas censées percevoir. Elle pointa le spectromètre vers le haut. La canopée crée une micro-ionosphère. Zone morte radio pour les drones hostiles, bande passante gratuite pour nous. Théo respira la nuit. Elle est donc un bouclier et un mégaphone. Et peut-être une usine à graines. Anna désigna une gousse qui gonflait le long de la tige principale longue d'un demi-mètre, argentée et scintillante. Elle a mûri en 30 heures. Si elle tombe avant que nous ayons séquencé son génome, nous aurons des centaines de plantes filles en évolution dans la nature. Bien, dit Théo d'une voix douce et féroce. Il sentit la gravité basculer, un avenir le tiraillait. Que le monde en hérite avant que d'autres généraux ne héritent du monde. L'envoyé du général arriva en convoi humanitaire à midi, 6 camions peints en blanc, les moteurs grésillant comme la culpabilité grésille derrière le sourire d'un prêtre. Ils transportaient des caisses marquées « aide médicale », leurs lettres imprimées au pochoir en 17 langues pour des caméras de télévision qui ne viendraient jamais. Vera inspecta les manifestes gaz, antibiotiques, sel iodé, comprimés de purification d'eau et les fit passer d'un signe de tête. Les gens faisaient la queue pour recevoir des flacons et des bandages, le convoi avançait comme un serpent se débarrassant de la générosité des pollués. À l'intérieur du 3e camion, l'agent 8 était accroupi derrière une fausse cloison. À travers une fente en fibre optique, elle observait les vrilles de Lucinda se tisser au-dessus de sa tête. Un frisson d'émerveillement traversa sa formation, mais l'émerveillement était un réactif qu'elle avait appris à précipiter et à rejeter. Elle inspira, ajustant la cartouche de nanite attachée sous ses côtes aux 100 ml de poussière programmable conçue pour imiter les spores fongiques, pirater les parois cellulaires, réécrire l'ADN, puis se dégrader avant que la lumière du jour ne puisse les détecter. Lorsque le camion s'arrêta sur la place centrale, elle sortit de sa cachette, se fondant parmi les bénévoles qui déchargeaient les provisions. Sa couverture, le docteur Saskia Havel, épidémiologiste. Son bouclier, des dossiers de vaccination falsifiés pour résister à toute suspicion rétinienne. Elle sourit lorsque Bia lui offrit de l'eau. Elle reflétait sa gratitude lorsque Béja lui tendit un morceau d'écorce de vigne en guise de porte-bonheur. Elle mémorisa le rythme de leurs voix, les inscrivant dans le registre des choses qu'elle pourrait être amenée à trahir. La nuit se cachait derrière les nuages lorsque l'agent 8 trouva son ouverture. Anna avait invité des volontaires médicaux dans les laboratoires d'algues pour une séance d'orientation. Sous les lampes bourdonnantes, les flacons brillaient d'une lueur turquoise, projetant des motifs marins sur les visages. Théo se tenait au fond, les bras croisés, à mi-écouter, à mi-scruter la moindre fausse note. On parle d'une recrudescence du scorbut dans le quartier sud, expliqua Anna en distribuant des fioles. Ces souches d'algues fournissent de la vitamine C en microdose.
Mélangez-les à l'eau de la citerne de toit à raison d'une goutte par litre. L'agent 8 souleva une fiole et examina la suspension. Élégant, dit-elle. Ça me rappelle une culture antarctique où l'on nourrissait les mineurs. Sont-ils capables de grimper? Avec le soleil et l'amour, tout est possible, répondit Anna avec le sourire de quelqu'un qui avait construit des cathédrales sous l'artillerie. Venez visiter les ponts des condenseurs après le service, on aurait bien besoin de quelques experts de l'Antarctique. L'agent lui hocha la tête. Ce serait un honneur. Théo observait les doigts de la nouvelle venue fermes, calleux, plus chirurgicaux que chirurgicaux. Son accent oscillait entre deux continents lorsqu'elle prononça « honoré ». Il classa les données là où le soupçon pousse la mousse, mais pas encore les dents. Minuit, la ville s'endormait par paliers de confiance. L'agent 8 dévissa les vis de la grille de ventilation à l'extérieur de la chambre principale de germination. À l'intérieur, l'humidité miroitait sur l'anatomie imposante de Lucinda, des gousses argentées frémissaient sur des tiges qui grossissaient de minute en minute. L'agent sortit la cartouche de nanite, régla la valve de dispersion sur un aérosol de 10 microns. Elle murmura le code de déverrouillage des syllabes d'une langue morte apprise aux agents de terrain pour séparer la conscience de l'obéissance et se prépara à inonder la chambre. Elle n'entendit pas Théo approcher. Il avait suivi l'odeur de la sève de vigne agitée par des mains nues, une note si faible que seule une personne dormant près des plantes pouvait la sentir. Il aperçut le cylindre d'argent dans sa paume et sentit la terreur se cristalliser. Faire demi-tour. L'agent lui pivota lentement, les paumes vides levées. La bombe aérosol pendait à son poignet gauche par une boucle. Malentendu, demanda-t-elle d'une voix calme. Théo braqua sa lampe torche. La lumière lui brûla les yeux, elle ne broncha pas, dites votre nom. Saskia Havel, dit-elle. Faux. Théo s'avança. Vos bottes sont en polymère cranté pour atténuer les vibrations du rythme cardiaque détecté par les radars terrestres, un équipement militaire. Le filtre de votre respirateur est codé pour le confinement des nanites, et non des agents pathogènes. Vous êtes ici pour tuer quelque chose. L'agent 8 soupira. Je suis ici pour éviter une mort, mais beaucoup d'autres. Le calcul habituel. Théo tendit la main vers son interphone. Elle réagit, un mouvement du pouce. La cartouche siffla, valve entrouverte. Il se précipita et la repoussa. De la vapeur s'échappa, mais le déplacement l'aspira par la grille ouverte avant de toucher le moindre tissu végétal. L'agent 8 se baissa, balayant des jambes, un mouvement fluide comme la grammaire. Il tomba, son épaule heurtant la terre. Elle courut vers la sortie. Alarme déclenchée, les détecteurs de mouvement d'Anna signalèrent des anomalies dans la circulation d'air. Des volets métalliques claquèrent sur les conduits. L'agent 8 fit diversion et escalada un treillis de vignes vers une lucarne. Lucinda réagit, les vignes se reformèrent, se refermèrent, tentant de retenir l'intrus plutôt que de le libérer. Elle dégaina une lame de céramique, coupant des cordes vertes d'un blanc lumineux. Théo poursuivit un support en acier. Arrête. Elle te perçoit comme un agent pathogène, si tu provoques une réaction, tu activeras sa chimie de défense. L'agent lui décolla d'une tige, traversa la lucarne en cours de réparation et atterrit sur le bord du dôme. Le vent hurlait. Elle sprinta le long des éclats de verre fusionnés par les sucres secrets de Lucinda, se dirigeant vers un mât de communication où un gyroparapente l'attendait tel un vautour replié. En bas, Vera et Bia gravissaient les escaliers de service. Les projecteurs sillonnaient la ville. Les sirènes assourdissaient l'obscurité. Théo apparut par la lucarne. La courbure du dôme offrait une voie. Il courut, ses bottes glissant sur la rosée, le cœur battant à tout rompre, conscient soudain que chaque pas décidait si l'histoire deviendrait sauvage ou fertile. L'agent 8 atteignit le mât et attacha son harnais au planeur. « Écoute » cria Théo par-dessus le vent. « Tu as vu ce que nous avons construit. Nous pouvons le partager ou offrir des graines, pas des menaces. » L'agent 8 verrouilla ses lunettes. Les miracles sont politiques s'ils ne sont détenus que par une seule ville. Elle tira sur le déclencheur. Le planeur prit une rafale, la voile se gonflant, translucide comme des ailes de libellule. Elle bondit. Théo plongea et attrapa une corde d'élévateur. Le planeur vacilla, les entraînant tous deux à l'air libre. Ils pendulèrent au-dessus des toits, la flèche de Lucinda s'éloignant. La poigne de Théo le brûlait. Agent 8 saisit sa lame pour sectionner la corde, il l'enroula autour de son avant-bras en criant « Si tu me coupes, tu perds tes données ». Elle marqua une pause, les yeux plissés.
Explique-moi. Vous avez besoin du génome de Lucinda, n'est-ce pas? J'ai mémorisé les séquences d'amorce pendant le séquençage. Tuez-moi, vous ne récupérez rien avant le référendum. Elle laissa échapper un rire rauque. Tu ne trahiras pas ta ville. Je le partagerai librement, dit-il, les poumons s'échauffant à cause de l'air froid. Mais il doit rester gratuit. Domaine public, instantanément et partout. Pas de coffre-fort de laboratoire, pas de brevet d'armes. Sinon, le miracle s'éteindra et nous retournerons aux bombes. Il vit le kaléidoscope de lumière de la ville sous eux, une constellation se redessinant à chaque seconde. Je vous donnerai le code. À une condition, diffusez-le en clair dès notre atterrissage. Un silence s'installa, aussi fin que le tissu de l'aile. L'agent 8 ajusta sa prise sur le levier de commande, testant les options. Le sol se rapprochait, il franchirait le périmètre dans 20 secondes. Les sirènes les suivaient, des voix de fourmis contre le vent. « Je te crois, dit-elle. » Puis elle coupa sa propre longe de harnais et se lança en chute libre. Théo la fixa, elle avait sacrifié sa certitude à la vitesse de libération. Il s'accrocha au planeur restant, lutta contre une portance déséquilibrée et trouva un équilibre approximatif. En contrebas, l'agent 8 déploya un parachute compact, dérivant vers la berge où l'attendait un écumeur furtif. Théo jura. Il ne pouvait pas poursuivre et sauver la plante. Il inclina le planeur vers le dôme, priant pour que le vent de travers ne se calme pas. Agent 8 atterrit près de l'écumeur. Elle ouvrit brusquement la trappe de stockage d'une cartouche de nanite secondaire au plan de secours, la libérer dans la rivière, laisser le courant emporter la mort dans la prise d'eau de la ville. Elle hésita. La négociation résonnait encore dans son sang, un génome pour les biens communs. Un miracle révélé pouvait-il déstabiliser les guerres plus élégamment qu'un miracle réduit au silence? Sa formation lui criait non, son humanité murmurait, peut-être. Le tonnerre gronda. Elle regarda en amont, un front orageux projetait des éclairs stroboscopiques au-dessus des silhouettes de la jungle. Si elle se déployait maintenant, la pluie diluerait la charge utile, rendant l'analyse impossible. Elle enclencha son système de communication, objectif compromis. Retour avec des informations partielles. Demande de couloir d'extraction. Statique a répondu, les signaux de la coalition de brouillage ionosphérique de Lucinda. Le miracle avait déjà commencé à se partager. L'agent 8 jeta un coup d'œil à la bonbonne, puis à la rivière, puis à la ville illuminée par les vignes, dont la lueur pulsait comme une étoile naissante. Elle repensa à l'aboiement porte-bonheur de Béja, toujours dans sa poche. Elle repensa à l'offre de Théo, un monde où les secrets seraient des jardins plutôt que des forteresses. Elle laissa tomber la cartouche dans le coffre de l'écumeur, le referma brusquement et démarra le moteur de l'appareil, pointé vers le sud, loin des lignes de la coalition, vers un territoire sans frontières. Le fleuve accepta son sillage sans le juger. Théo s'écrasa contre la voûte supérieure du dôme. Lucinda le rattrapa, les lianes amortissant l'impact, le laissant tomber au sol comme un chaton grondé. Il boitilla jusqu'à la chambre de germination où Anna, Vera et une demi-douzaine de volontaires isolèrent le nuage partiel de nanite sous des hôtes vides. Les capteurs brillèrent d'une lumière orange. Exposition minimale, rapporta Anna. Pas d'invasion cellulaire. Nous allons incorporer des ions argent pour dénaturer le reste. Théo expira. L'agent s'est échappé. Mais elle est partie sans rien, à part quelques mots. C'est peut-être tout, dit Vera. Les interceptions radio montrent que les satellites de la coalition sont déconnectés autour de nos coordonnées. La voûte ionique de Lucinda brouille les communications militaires du monde entier. Bia fit irruption en brandissant une impression. Pic de signal, quelqu'un en dehors de notre réseau diffuse des chaînes génomiques à bande basse, trop compressées pour être ouvertes, mais qui se répètent à l'échelle mondiale. Théo s'effondra, le cœur battant. L'agent 8 avait publié le code. Anna haussa les sourcils. Si c'est la séquence de Lucinda, tous les laboratoires de la planète viennent d'obtenir les clés du royaume vert. Les clés n'ont d'importance que pour ceux qui sont prêts à ouvrir les portes, dit Théo. Il imaginait des scientifiques dans des bunkers analysant des données, des dirigeants d'entreprises rédigeant des demandes de brevets, des insurgés se demandant si les lianes constituaient de meilleures barricades que les balles. L'avenir s'était dispersé comme des graines emportées par la tempête, aucun gardien ne pouvait les rappeler. Le référendum a eu lieu 46 heures plus tard, lors d'une assemblée virtuelle à laquelle participaient des diplomates regroupés dans des ambassades éclairées à la bougie, leurs serveurs grillés par des anomalies géomagnétiques nées du halo céleste de Lucinda.
sur des écrans clignotants, les délégués visionnaient des images de vignes étouffant des thermobariques, d'enfants buvant de l'eau de condenseur, d'un défilement du génome sur des lignes de téléscripteurs. Le vote de suspension des hostilités fut adopté par 119 voix contre 14. Les traités exigeaient que des envoyés de vérification se rendent à Teresina pour observer le phénomène végétal. La guerre fut interrompue, non pas par épuisement des armes, mais par la révélation que les armes pourraient bientôt être aussi obsolètes que le silex. La paix, bien que provisoire, révélait de vieilles fractures au sein de la ville. Les coopératives d'eau se disputaient les quotas de partage de la rosée avec les guildes des miroirs. Les artistes de rue réclamaient moins de patrouilles militaires, les patrouilles se sentaient dénuées de tout fusil. Théo présidait des assemblées dans la véranda transformée en forum, rappelant à tous que la vigne n'obéissait pas au discours, elle mesurait la foi en paillis, et non en microphone. Lucinda elle-même continuait de surprendre. Chaque nuit, des gousses éclataient, disséminant des graines duveteuses qui dérivaient sur les courants thermiques, cherchant des bâtiments avec autant d'empressement que la terre. Là où elles atterrissaient, elles s'enracinaient dans les fissures, tissant le mortier, exhalant des microclimats qui incitaient les graines dormantes d'espèces banales à germer. Les murs faisaient pousser de la coriandre, les gouttières faisaient pendre des fraises. L'urbanisme cédait à l'improvisation horticole. Anna et Lucas ont cartographié les schémas de croissance, identifiant une géométrie cachée, une spirale logarithmique rayonnant depuis la graine originelle, ses bras s'alignant sur d'anciennes lignes telluriques dont les chamans précoloniaux avaient entendu parler. Mythe ou mathématique, Lucinda respectait les cartographies perdues dans l'asphalte. Théo écoutait la ville la nuit et sentait ses lignes bourdonner sous ses pieds. 6 semaines après l'échec de l'attaque aux nanites, le premier envoyé de vérification atterrit, un aéronef amphibie à rotor basculant arborant l'insigne en forme de globe brisé du secrétariat de l'armistice unifié. Parmi eux, des agronomes, des archivistes du climat, un neurobotaniste dont l'œil gauche était une orbite photographique. Ils débarquèrent dans une humidité qui sentait la promesse surfaite. Théo les accueillit pieds nus, la poussière sous les ongles. Le protocole exigeait des costumes, mais il avait décidé de ressembler davantage à la terre qu'au gouvernement. Il les guida à travers la véranda, désormais débordante de fruits si éclatants qu'ils semblaient rendus. Des enfants s'élançaient entre des troncs recouverts de lianes conductrices alimentant des lanternes sur le toit. La neurobotaniste, le docteur Elena Paz, toucha un nœud de vigne et halta. Ce n'est pas une simple plante. Elle diffuse des molécules de signalisation qui imitent les neurotransmetteurs, des analogues de la sérotonine en aérosol. La ville entière respire un subtil antidépresseur. Cela explique pourquoi les disputes se terminent plus vite ces derniers temps, a déclaré Théo. Paz s'agenouilla et plaça des patchs neuroréceptifs sur l'écorce. On pourrait être à l'intérieur d'un système nerveux vivant. Théo observait le bruissement des feuilles de Lucinda. Il se demanda si la vigne ressentait de la fierté, de la curiosité, ou simplement l'impérieux besoin de pousser. Il se souvint de la maxime de Donna Lucinda, les histoires choisissent leur conteur. Peut-être la plante avait-elle choisi une ville suffisamment fracturée pour laisser entrer la lumière. Ce soir-là, les envoyés ont dîné sur les terrasses des toits, sous les lustres anti-Ancia scintillants. Les discussions ont oscillé entre réparation, banque de semences open source et personnalité juridique des supraplans. Paz s'adressa à Théo en privé, si le génome reste ouvert, les armées continueront de chercher à militariser les armes. Nous avons besoin d'une gouvernance. La gouvernance commence par la tutelle, a déclaré Théo. Nous formons un conseil de gardiens, scientifiques, agriculteurs, poètes, tous ceux en qui Lucinda a confiance. Non pas pour la posséder, mais pour l'écouter. Paz sourit, mi-sceptique, mi-révérencieuse. J'aimerais une chaise à cette table. De l'autre côté de la rivière, dans une ferme qui avait survécu au bombardement parce que personne ne se souciait de gaspiller un missile en nostalgie, l'agent 8 était assise devant un émetteur-récepteur radio rouillé. Elle n'avait transmis de nouvelles à personne, les canaux de la coalition étaient coupés, les ordres d'extraction silencieux. Elle coupa des fils, réaccorda des fréquences, capta des bribes d'informations, cessez-le-feu, génome ouvert, réalignement économique. Elle entendit sa propre défection qualifiée de « sifflet d'alarme héroïque ». Elle rit, un rire étranger à sa langue. Elle ouvrit un coffre-fort et en sortit la dernière cartouche de nanite. Une relique désormais et une épée dans un monde qui courtise les socs de charrue. Elle envisagea de l'expédier à Teresina comme preuve de bonne foi. Mais la bonne foi doit voyager léger. Au lieu de cela, elle la porta dehors, dévissa le bouchon et versa les nanites sur un sol saturé par les condensateurs en amont. Une brise souleva la poussière,
dispersant la menace dans l'insignifiance. Elle écrasa le cylindre vide sous sa botte et observa les fourmis explorer la zone. Peut-être intégrerait-elle la mémoire du métal à leur architecture, construisant des couloirs résilients. Transformer la trahison en abri semblait approprié. Elle partit à pied vers la lueur lointaine du ciel éclairé par la vigne, pèlerine vers la ville qu'elle avait tenté d'éteindre. Les semaines se sont écoulées vers un printemps capricieux. Les graines de Lucinda ont germé à travers le continent, portées par les alizés, transportées par les revers de veste des diplomates. Des rapports ont fait l'état de lianes fissurant les murs des prisons de Recife, rafraîchissant les ceintures de smog au-dessus de Bogota, transformant les tentes de réfugiés en dômes imperméables aux abords de Caracas. Les gouvernements débattaient du confinement, les citoyens organisaient des blocus verts, scandant des slogans plus forts que les sirènes dans des dizaines de langues. Théo voyageait avec une petite délégation le long de tronçons ferroviaires que la vigne avait rendus impraticables aux chars, mais agréables aux vélos. À chaque étape, il animait des ateliers, comment greffer les semis de Lucinda sur la flore indigène sans domination écologique, comment traduire ses codes d'humidité en schéma d'irrigation, comment écouter. Il portait un pendentif issu de l'enveloppe de la graine originale, rappelant que même les miracles laissent une coquille. Nilo, alors âgé de 15 ans et débordant d'assurance, insista pour se joindre à l'équipe. Il documenta tout avec un appareil photo mécanique, sans pile, grâce à des pellicules offertes par un photojournaliste qui affirmait que la mémoire devait être tangible. Béja s'efforça d'apprendre aux enfants à fabriquer du papier incrusté de spores de mousse. Une fois le papier composté, des lettres donnèrent naissance à de minuscules poèmes. Anna est restée à Teresina, supervisant une nouvelle coopérative de recherche intégrant la photosynthèse infrarouge de Lucinda à des panneaux d'algues sur les toits. Elle prévoyait d'inverser la désertification des zones en exportant des matrices de rosée condensée. Certains appelaient cela « sky farming », elle préférait l'expression « récupération de l'évaporation ». Vera présidait le conseil des gardiens et négociait avec d'anciennes cellules de la brigade qui réclamaient l'amnistie en échange de travail, construction d'aqueducs en mycélium fongique, réparation des routes avec de l'asphalte renforcé aux racines. Elle les obligeait à planter des arbres pour chaque balle tirée, elle affirmait que la rédemption avait besoin d'ancrage mesurable. Mais les histoires, comme les climats, comportent des points de bascule. Et quelque part dans les décombres de Brasilia, un groupe de réflexion financé par les vestiges de l'oligarque a rédigé un rapport, Biohégémonie et menaces de terreur verte. Sa thèse, la propagation incontrôlée d'organismes de type Lucinda pourrait paralyser l'industrie, dissoudre les frontières et favoriser les insurrections. Des extraits divulgués sont parvenus à Teresina, suscitant un débat, étaient-ils des gardiens ou des vecteurs de contagion? L'espoir pouvait-il se muer en arrogance? Théo rentra chez lui et découvrit un graffiti sur un viaduc, Lucinda ou rien. L'absolutisme, même en vers, le glaçait. Il s'adressa à une jeunesse enthousiaste, les racines peuvent fendre la pierre, mais elles ne peuvent remplacer sa mémoire. Nous avons besoin des deux. Certains écoutèrent, d'autres froncèrent les sourcils. Les révolutions engendrent l'impatience plus vite que les fruits. Anna le prit à part après son discours, le visage tiré. Les données satellites montrent que la voûte ionique de Lucinda perturbe l'équilibre électromagnétique de la Terre. Des aurores boréales fleurissent au-dessus des latitudes équatoriales, des oiseaux migrateurs dévient. Elle est peut-être en train de s'agrandir au-delà de ses intentions. Théo fixait la flèche de la vigne, maintenant balayée par les vents troposphériques, ses feuilles vacillant sous le feu de Saint-Elme. Qu'est-ce que tu racontes? Ces miracles ont des frais d'entretien. Il nous faut un cadran, pas seulement un moteur. Théo sentit le vent fouetter ses joues comme de la neige. Lucinda leur avait donné un outil, cet outil menaçait désormais de devenir la géographie. Il se souvint de la dernière leçon de Donna Lucinda, qu'il était trop jeune pour analyser, la guérison n'est pas une croissance sans fin, c'est un équilibre retrouvé. Cette nuit-là, Lucinda s'épanouissait pour la première fois. D'immenses pétales se déployèrent, chacun rayonnant de l'intérieur, colorant la ville d'un néon jade. Les rues étaient inondées de parfums, un mélange à la fois doux et minéral, prometteur d'aventure. Les gens affluaient des maisons, le regard fixé vers le ciel tandis que les lucioles gravitaient autour de la fleur telles des satellites pieux. Sur la place, Théo pressa la main contre le tronc. Il sentit des pulsations non seulement ascendantes, mais aussi intérieures, comme si des racines avaient trouvé quelque chose d'enfoui et leur apportaient des vérités. Il se souvint des dolines, de l'aquifère, des toiles fongiques, un labyrinthe de nouveaux organes sous leurs pieds. La plante ne se contentait pas d'utiliser la ville, elle l'intégrait, la réécrivait en biome, tissant le dessin humain dans une écriture primordiale. L'agent 8 arriva, ses pas étouffés par la mousse.
Elle se tenait à ses côtés, silencieuse. Dans ses yeux, il ne l'eut ni regret ni mission, seulement de la curiosité. « Nous devrons peut-être élaguer un dieu, dit-elle doucement. Théo hocha la tête, des larmes qu'il ignorait monter. Ou apprendre à pousser à côté d'un arbre sans se noyer dans l'ombre. Tandis que les pétales brillaient, Anna convoqua un conseil d'urgence. Les scientifiques débattirent des seuils, les poètes les accusèrent de peur, les agriculteurs s'interrogèrent sur les pollinisateurs des cultures perturbées par le bourdonnement électromagnétique des fleurs. Vera proposa un amortissement partiel de la canopée, installer des miroirs pour réfléchir l'excès de charge vers le ciel. Bia suggéra d'apprendre à la vigne à replier ses feuilles à midi solaire, telles des mains géantes priant pour renvoyer le soleil aux autres plantes. Les discussions durèrent jusqu'à l'aube. Aucun consensus, seulement la conscience partagée que la gestion était plus difficile que la rébellion. Théo grimpa sur le tronc de Lucinda au lever du soleil, plus haut que ce que la sécurité autorisait. Au-dessus des fantômes de pollution, il observa l'horizon s'aplanir, les cheminées silencieuses, les usines n'ayant pas repris après la trêve. Il vit des vallées où scintillaient de nouvelles vignes, des fils entre les continents. Il murmura, « Dis-nous comment tu peux nous aider. » Les feuilles de la vigne scintillaient, emportées par une brise qui transportait les parfums de forêt qu'il n'avait jamais foulés. Il comprenait qu'aucune voix ne répondrait, mais il percevait une invitation, coévoluer ou périr, étranger. Les villes avaient toujours été des organismes, maintenant, elle devait l'avouer. Il descendit, les muscles tremblants, son objectif cristallisé comme la rosée. Ils élaboreraient des protocoles de symbiose, des lignes directrices pour les courbes de croissance, des seuils électromagnétiques, des corridors de pollinisation. Ils apprendraient aux autres villes à adopter plutôt qu'à exploiter. Ils tailleraient, grefferaient, écouteraient. Et ils affronteraient de nouveaux adversaires, marchands de la peur, barons des ressources, idéologues vénérant le ver ou le condamnant. Mais ils les affronteraient avec des semences, des données et une capacité obstinée à impressionner. Théo rassembla le conseil dans la véranda, la lumière du soleil traversant les vignes. Il déposa sur la table une charte vierge. « Lucinda nous a donné un commencement, dit-il. Maintenant, construisons une alliance. » Les plumes grattèrent. Les voix s'élevèrent, se superposèrent, s'harmonisèrent, se disputèrent. Dehors, les pétales se repliaient lentement, l'aube les imbibant d'or. Dans le silence qui suivit la première phrase convenue, Théo entendit le pouls de la ville s'aligner sur le sien. Première clause de l'alliance, aucun miracle n'appartiendra à un seul. L'alliance n'était qu'un jeune arbre de phrases lorsque la première réaction a frappé. Un mois après l'éclosion nocturne de Lucinda, le pacte oligarchique organisait son propre sommet au cœur de la cordillère patagonienne. Des sommets gelés gardaient un bunker où d'anciens généraux et d'anciens actionnaires se réunissaient autour d'une question brûlante, comment vendre à découvert une planète qui refuse de mourir? Leur réponse fut le projet Auret, une mosaïque de miroirs orbitaux conçus pour priver les enfants de Lucinda de lumière solaire et renvoyer des intensités mortelles sur toute voûte suffisamment grande pour interférer avec les satellites. Pas une arme, insistèrent-ils, juste un ombrage préventif. Les manifestes de lancement étaient enfouis dans les budgets des satellites météorologiques, les carreaux de miroirs s'élevaient comme des confettis argentés, invisibles aux citoyens qui avaient commencé à mesurer le temps en fonction des chutes de graines plutôt qu'en termes de trimestres budgétaires. Térésina n'apprit l'existence du dispositif qu'à l'aube, arrivé avec une heure de retard et de travers. Les ombres ne se montraient plus, les matins contenaient désormais un crépuscule meurtri. Les condenseurs de toit produisaient la moitié de leur rosée, les lustres de Tianxia s'éteignaient. Et, tout là-haut, un faible treillis scintillait, la lumière du soleil s'insinuait dans une obéissance disciplinée. L'appel à la lumière enracinée. Anna a d'abord fait les calculs, la voix tendue dans l'interphone de la véranda. 15% d'atténuation solaire à l'échelle de la ville, tendant vers 23. Lucinda peut compenser un moment, mais sa progéniture distale va stagner. Nous observons une limitation continentale. Théo pressa ses paumes contre le sol d'écorce où les capillaires de la vigne brillaient comme une lumière d'étoiles tamisée. Alors nous libérons notre propre aube, a-t-il dit. Le conseil des gardiens s'est divisé en groupes de travail. Spectrum ou l'unité de Vera pour détourner d'anciens radiotélescopes et renvoyer des fréquences de lumière de croissance vers la Terre. Flux, Anna et le docteur Elena Paz enseignent aux neuromèches de Lucinda comment photosynthétiser la lumière lunaire et les débordements auroraux. Sportprint agent 8, plus un nom de code mais un badge récupéré, pour infiltrer les chaînes d'approvisionnement du compact et réécrire les autorisations de lancement à la station terrestre de l'ASI en Namibie.
Béja et Nilo, désormais porte-parole d'un congrès de la jeunesse verte en pleine expansion, ont adopté la morale, des peintures murales sur chaque bloc aux couleurs de miroir, des leçons de QR code dans la mousse du trottoir sur la résilience et les mathématiques de la chlorophylle. Lucinda elle-même réagit d'une manière qu'aucun comité n'aurait pu prévoir. Sous Teresina, son réseau racinaire s'épaissit, enveloppant les rails de métro abandonnés de câbles de lignine qui transportaient de faibles impulsions bioluminescentes vers l'est signalant, selon Anna, à ses clones distants un partage coordonné des ressources. Des ruches de champignons en réseau commencèrent à extruder de délicats filaments de silice vers le ciel, condensant un micro-brouillard même sous des aubes déformées. La ville, privée d'une forme de lumière, commença à embrasser une autre. Le pari de Spectrum. Sur les hauteurs de Pedra da Canoa, l'équipage de Vera récupéra un réseau radio abandonné, autrefois utilisé pour écouter les ondes des astéroïdes. Les panneaux étaient fissurés, les servomoteurs étaient rouillés. Pourtant, les squelettes de la parabole comprenaient encore l'arc céleste. Ils boulonnèrent des biolampes ou des ampoules de culture récupérées sur des appareils de photothérapie d'hôpital ou dans les cornes d'alimentation et les alimentèrent avec le courant siphonné des lianes piézoélectriques de Lucinda. Lors de la première nuit d'essai, ils ont braqué les antennes paraboliques directement sur le treillis du miroir, avec une puissance équivalente à celle d'une banlieue. Des piliers magenta ont percé la troposphère, ricoché sur les tuiles argentées et inondé la ville d'une aube surréaliste bien avant le lever du soleil. Les habitants se sont réveillés à 3 heures du matin avec la floraison du chèvrefeuille, tandis que les chats des rues clignotaient des images vert néon sur leur rétine. La télémétrie du compact signala l'anomalie comme une fluctuation d'albédo non balistique, suffisamment obscure pour retarder les représailles. Vera considéra ce retard comme une victoire, le temps est un nutriment. Flux est la science des nuances. Les patchs EG du Dr Paz avaient déjà montré que le neuromèche de Lucinda émettait des pics de lumière en réponse à une lumière stellaire aussi faible que 20 millilux. Anna proposa donc un marché, si la vigne pouvait étendre son appétit spectral aux bandes proches UV et radio, le bouclier miroir aurait moins d'importance. Ils ont inoculé des branches d'essai avec des diatomées lumineuses récoltées dans des cheminées hydrothermales sous-marines, celles qui se nourrissent exclusivement de fréquences bleues. Les greffes ont pris, des feuilles tachetées de minuscules constellations bleues sarcelles bourdonnaient dans l'obscurité, absorbant ce que les miroirs ne pouvaient capter. En quelques jours, la flèche principale scintillait tel un glacier de biopixels, la production de photosynthèse augmentait graduellement, même sous un crépuscule double. Lucinda apprend à manger l'absence, murmura Anna, à moitié effrayée par le précédent. L'ombre longue de Sportprint. L'agent 8 reprit son activité d'espionnage avec le calme troublant d'un chirurgien reprenant sa discipline d'origine. De faux documents l'identifiaient comme auditeur logistique chez Orbital Climatology Solutions, LLC, une graine de Lucinda tissée dans la doublure de sa veste lui procurait une faible impulsion. À Windhoek, elle localisa le dépôt de carreaux miroirs, des barils de pétales de millard polis attendant leur dernier coup de pouce. Elle n'a pas saboté les charges utiles. Au lieu de cela, elle a reprogrammé leur micro-logiciel d'orientation, une ligne de code silencieuse et clandestine qui inclinerait chaque nouvelle tuile de 15 degrés par rapport à la grille de coordonnées choisie, juste assez pour briser la cohérence du réseau et laisser s'échapper des rayons matinaux irréguliers comme des évasions de prison à la vitesse de la lumière. Elle s'est enfuie à travers la poussière du Kalahari à bord d'un camion rhinocéros alimenté au nitrate d'algues, son dossier de confession étant déjà en route vers la presse internationale. La transparence, en était-elle venue à croire, est le seul camouflage qui résiste au premier contact avec la lumière du soleil. La guerre du miroir. Le compact riposta au sol. 3 équipes d'hélicoptères prirent d'assaut la crête de l'antenne parabolique, leur rotor battant Tianxia depuis les airs. Mais les capillaires de Lucinda avaient recablé les pylônes de l'antenne, lorsqu'un tir brisa une colonne d'énergie, la charge emmagasinée se projeta vers le ciel, ionisant le sillage du rotor en halo crépitant. Les électrons bondirent comme du lierre prédateur, brûlant l'avionique. Les hélicoptères s'écrasèrent, percutant des lianes qui se pliaient et se repliaient, amortissant les dégâts plutôt que de se réjouir des flammes. Les survivants sortirent en titubant, s'attendant à être exécutés. À la place, des enfants leur offrirent de l'eau infusée à la menthe cultivée dans des jardins de caniveaux. Cette clémence a éclipsé toute réfutation scénarisée par le pacte. Des images virales de soldats bercés par des feuilles, sirotant de la rosée dans des tasses ébréchées, ont effacé toute sympathie pour le projet de miroir dans les capitales neutres. Le financement s'est évaporé en 2 semaines. À l'équinoxe, il ne restait plus qu'un ensemble disparate de miroirs, et le régime spectral de Lucinda s'était suffisamment diversifié pour les ignorer. Équilibre ou bardeau. La victoire avait un goût plus subtil cette fois.
Les jardins fleurissaient sur les rebords de fenêtres autrefois protégées, la pluie tombait à nouveau régulièrement. Pourtant, Théo ressentait un malaise dès qu'il touchait le tronc. Les indicateurs de croissance stagnaient? Non, les graphiques s'envolaient. La pression des racines commençait à fissurer les canalisations d'égouts, les bassins de reproduction des tilapias en aval devenaient hypoxiques sous l'effet des lentilles d'eau envahissantes ensemencées par les micronutriments de Lucinda. Dans la salle du conseil, il a exposé la crise, les miracles dépendent de l'appétit, et non de l'éthique. Il existe une frontière entre la canopée protectrice et l'empire vert. Nous nous en approchons. Le débat refit surface, plus vif que sous le siège. La jeunesse verte réclamait l'expansion, laisser la vigne reprendre possession des déserts, étouffer les cheminées. Les ingénieurs exigeaient des couloirs de respiration pour les infrastructures existantes. Les agriculteurs craignaient que les pollinisateurs ne s'imprègnent uniquement du parfum de Lucinda, abandonnant les cultures traditionnelles. L'agent 8 a proposé un compromis, enseigner la dormance réciproque. Les arbres des hivers boréaux ralentissent jusqu'à murmurer, les cigales attendent 17 ans. Lucinda pourrait-elle apprendre l'humilité saisonnière? Le docteur Paz le croyait. Les relevés du neuromèche suggéraient un protocole circadien latent, inutilisé, car le calendrier tropical de Teresina n'en avait jamais émis le signal. Il leur faudrait inventer une saison aux 31 nuits d'obscurité et de froid orchestré, un hiver artificiel. Le cerveau racine de Lucinda pourrait alors intégrer un cycle de repos. Risque, effondrement ou adaptation? Théo a voté oui. La nuit ingéniée. Ils réquisitionnèrent à nouveau le réseau de miroirs paraboliques, mais cette fois-ci dans le noir. Les panneaux pivotèrent rayon après rayon vers l'espace. Des polders d'ombre s'étendirent sur la ville. Les fours solaires ralentirent, les batteries de secours alimentées par des algues bourdonnèrent pour maintenir en marche les respirateurs des hôpitaux. Depuis des glacières installés près de la rivière, ils pompèrent du liquide de refroidissement dans des brumisateurs de toit, abaissant la température ambiante de 12 degrés. Les enfants l'appelaient le mois du rêve. Les rues s'illuminaient de violet sous des champignons bioluminescents, des couples dansaient là où autrefois la circulation klaxonnait. La flèche de Lucinda s'estompa, puis se tut. Les feuilles se replièrent comme des moulins à prière, immobilisés. Pendant des jours, rien ne poussa, rien ne se répandit, et un doute douloureux hantait chaque pas de porte, avait-il élagué le dieu jusqu'à sa mort? La 29e nuit, la pression de la sève s'est stabilisée. Des craquements ont résonné dans la véranda. Théo veillait, le front contre l'écorce plus froide que ses souvenirs. Il murmurait toutes les berceuses botaniques qu'il connaissait, concluant par l'ordre de Donna Lucinda, écrit quelque chose avec ça. À minuit, entre la nuit 30 et le jour 1, le tronc frissonna. Un bourgeon, pas plus gros qu'un ongle, se déplia à hauteur des yeux blancs cette fois, et non verts, ses pétales veinés d'or. Il pulsa une fois comme un battement de cœur nouveau-né, puis s'immobilisa. Les capteurs se sont déchaînés, les oscillations racinaires se sont synchronisées à une cadence plus lente, réduisant le taux de croissance, mais doublant l'efficacité des nutriments. Lucinda avait choisi la modération, intégrant un gène hivernal à son algorithme. L'aube se leva, douce et honnête. La ville retrouva son équilibre. Des graines dans le vent. Le rythme retrouvé, Teresina a condensé les leçons dans un manuel d'urbanisme symbiotique, un document vivant gravé sur du papier mycélien qui a fait germer des myosotis lors de la mise à jour des chapitres. Les traductions se sont multipliées, quechua, yoruba, sam, et même des gloses en langue des signes enregistrées par des botanistes sourds sous des toits de saphir. Les graines de Lucinda continuaient de se propager, mais désormais des messagers les accompagnaient, enseignant aux villes hôtes comment organiser les hivers, fabriquer des condenseurs de rosée et négocier l'écologie civique. Tous n'étaient pas d'accord. Certains craignaient la vigne et brûlaient les semis à leur arrivée. D'autres transféraient ces gènes dans des cultures commerciales, suscitant de nouveaux débats sur l'équité. Pourtant, les dialogues fleurissaient dans la chaleur de serre du possible. Le pacte oligarchique s'est fracturé, certains membres ont accepté l'amnistie pour rejoindre des guildes gardiennes, apportant avec eux des flottes de drones réaménagées en surveillance des pollinisateurs. Quelques irréductibles ont fui vers des habitats orbitaux, jurant toujours leur domination, de minuscules royaumes chassant les couchers de soleil autour d'une planète occupée à se reconstruire. Épilogue en mineur vert. Des années plus tard, à l'occasion de l'anniversaire de l'hiver artificiel, Théo arpentait les rives de Teresina. Les bâtiments arboraient des façades vivantes, ornées de cadres floraux sobres. Des enfants faisaient voler des cerfs-volants en peau de feuilles qui capturaient des traces de CO pour des ballons à algues. L'air sentait la pierre humide et l'avenir serein.
Il atteignit la serre d'origine où le tronc de Lucinda s'élevait désormais tel un pilier de cathédrale, les anneaux de dormance saisonnière marquant le temps mieux que les calendriers. Le bourgeon d'or blanc était depuis longtemps devenu un fruit lanterne utilisé pour éclairer les réunions du conseil, ses graines, soigneusement rationnées, servaient non pas de conquête, mais d'invitation. L'agent lui l'accueillit près de l'entrée, son manteau brodé de patchs de greffes colorées provenant de chaque biome qu'elle avait aidé à accoucher. Des émissaires des orbitales se sont amarrés, dit-elle. On dit qu'ils en ont assez de voler la lumière du soleil et qu'ils veulent négocier des spectres partagés. Théo sourit. Dis-leur qu'on s'entraîne à l'aube du partage. Il entra. Des voix s'élevèrent, celles des fermiers, des poètes, d'anciens rivaux, des architectes de demain discutant joyeusement sous des auvents qui les écoutaient. Les feuilles de Lucinda bruissaient au-dessus de leur tête comme des pages qui se tournent au début d'un nouveau chapitre qu'aucune main seule ne pourrait écrire. Théo posa sa paume sur l'écorce chaude et sentit le pouls régulier, réciproque, jamais silencieux. L'alliance a été respectée.